Dans cette étude de cas, il est question de la simulation en santé comme dispositif pédagogique innovant, mais de quoi s'agit-il précisément? Eh bien, la simulation consiste à répéter sans risquer les conséquences d'une erreur les paroles, gestes ou savoir-faire qu'il faudra maîtriser dans des situations réelles futures. C'est une technique d'apprentissage des procédures complexes telle que l'a définie Beau en 1999. D'après l'America's Authentic Government Information, la simulation en santé peut se définir comme l'utilisation d'un matériel comme un mannequin ou un simulateur procédural, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre ainsi de répéter des processus, des situations cliniques, des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. La simulation permet de s'entraîner ou même de découvrir de nombreuses applications, comme par exemple les gestes techniques, on parle là des soins d'hygiène et de confort, de la pose de bas de contention, l'entretien d'accueil, avec un recueil de données ou la réalisation de la macro-cible d'entrée, ou encore le travail d'équipe avec la communication et la gestion de crise. Dans le secteur des formations sanitaires, plusieurs techniques de simulation sont utilisées. Il y a tout d'abord la simulation procédurale, qui consiste à l'apprentissage de gestes issus d'une procédure, les gestes techniques, la chirurgie, à l'aide de mannequins partiels, bras, torse, etc. Il y a aussi la simulation pleine échelle ou haute fidélité, qui permet de contextualiser dans un environnement proche du réel, le bloc opératoire ou la salle de soins intensifs, et qui est basée sur des cas cliniques concrets. Les simulateurs haute fidélité, les mannequins grandeur nature, adultes, enfants, nourrissons, sont réalistes et pilotés par ordinateur et permettent de mettre les apprenants en situation pour notamment répondre à des situations de crise en équipe pluridisciplinaire. Le patient standardisé ou simulé, c'est un jeu de rôle, dans ce cas-là, réalisé par un apprenant ou un acteur afin de simuler des communications à enjeux forts, une consultation d'annonce, un entretien d'accueil, etc. Ou des problématiques d'équipe hospitalière, plutôt dans le management, ou encore des situations d'éducation thérapeutique. Il y a aussi la simulation hybride. Alors là, on combine un patient simulé et une partie de mannequin, comme un bassin d'accouchement. Et on contextualise ces associations afin d'obtenir les impressions du patient et de donner des sensations aux stagiaires. Dans ce cas, ces méthodes seront qualifiées de haute fidélité d'après Grand-Ry et Moll en 2012. La simulation de masse, quant à elle, qui est une simulation à pleine échelle ou à grande échelle, sert à simuler des événements exceptionnels de grande ampleur de type catastrophe. Il y a aussi la réalité virtuelle qui est basée sur des interfaces écran. Ce type de simulation permet d'appréhender des situations complexes ou d'étudier des concepts illustrés de manière plus concrète par des modèles informatiques. Cela permet notamment de s'entraîner à la manipulation d'instruments ou à l'appréhension de situations de soins, comme par exemple le dépistage de signes cliniques marquant une entrée dans la schizophrénie pour les infirmiers débutants en psychiatrie. Dans la simulation en santé, il y a aussi les serious games, qui sont des jeux vidéo en santé dans un but d'apprentissage. La simulation répond toujours à une méthodologie précise qui se compose en différentes étapes, composées d'un briefing de séquence, d'une séance et d'un débriefing de séquence. La simulation en santé est basée sur un scénario préétabli et vise un objectif pédagogique. Les formations par simulation sont toujours précédées donc d'un briefing général, puis un débriefing général conclut toujours la formation. Qu'est-ce qu'on trouve dans le briefing général? C'est le moment où les formateurs exposent les éléments suivants aux apprenants, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple faire un rappel des intentions pédagogiques, donc par exemple l'intention d'amélioration de performance ou l'apprentissage dans l'action. Ils vont faire un rappel donc de ces objectifs pédagogiques, du contrat pédagogique, on insiste sur le respect, sur les échanges, sur le climat bienveillant. L'explication de la pédagogie par la simulation. On va aussi évoquer à ce moment-là les règles comme celles qui concernent l'hygiène, l'utilisation du matériel ou les comportements à adopter, des consignes de sécurité, l'usage du matériel. On va insister sur les normes d'hygiène identiques à celles des bonnes pratiques, en termes d'hygiène des mains et de tenue vestimentaire, par exemple.
Le briefing général va aussi dresser le contexte général de cette situation. Par exemple, vous êtes aide-soignant dans un service 2, dans lequel se déroule le scénario. Le briefing de séquence, quant à lui, permet de donner à l'apprenant tous les éléments nécessaires à la compréhension de la situation simulée. L'exposé des éléments suivants est réalisé de façon chronologique. Donc déjà, l'animateur va rappeler le contexte et le résumé du contexte. Il va ensuite rappeler l'objectif de la séquence, l'information sur le contexte du scénario, l'état initial du patient, voire l'anamnèse, puis l'évolution de l'état clinique du patient et ou du contexte. On va alors aussi décrire le rôle et la répartition des rôles des formateurs, des observateurs, des facilitateurs et des acteurs et des apprenants lors de cette séance. La séance de simulation donc répond toujours à un scénario précis qui est écrit dans un storyboard. À ce stade, l'apprenant joue son propre rôle face à une situation concrète. Il s'agit d'une expérience d'entraînement ou d'apprentissage qui favorisera une construction de savoir. Dans le débriefing de séquence, donc qui agit après une pause entre la séance de simulation et le débriefing de séance, ce débriefing permet aux apprenants de prendre du recul par rapport à la situation simulée. Cette étape favorise le développement du raisonnement clinique et les capacités de jugement par la pratique réflexive. Le débriefing est l'étape la plus importante de la séance de simulation. En effet, ce débriefing à la fin comporte 5 phases, avec plus ou moins une. Et ces 5 phases, donc, on a tout d'abord l'expression du ressenti, les impressions, les sentiments, les émotions véhiculées par le scénario, avec l'idée qu'ici on peut se tromper et que la gestion du stress et de l'échec sont aussi à avoir à l'esprit. On va avoir une phase descriptive avec la verbalisation des faits, des choix, des modalités des actions ou des intentions. Une phase d'analyse, évidemment, qui va comporter une exploration des raisons des actions réalisées ou non réalisées. On va rechercher le raisonnement et les décisions. Dans cette étape, tout le groupe peut intervenir avec un retour vidéo possible en risque de conflit probable. Et enfin, une synthèse. Donc on demande une synthèse aux apprenants sur les actions réalisées et sur les changements éventuels qu'ils aimeraient opérer au vu de cette situation. Le feedback du formateur, en lien avec son expertise, est activement recherché dans une attitude réflexive, bien sûr. La simulation en santé recherche de nouveaux objectifs d'apprentissage. Elle apporte des liens théoriques en apportant des concepts, des recommandations et des bonnes pratiques. Le débriefing général, donc, consiste, entre autres, à réaliser une synthèse globale par le formateur des apprentissages réalisés pour favoriser le questionnement. Alors, il y a des intérêts et des limites à la simulation. Dans ces intérêts, on peut noter que la simulation améliore les performances et les compétences cliniques, bien sûr. Elle renforce aussi la capacité des apprenants à analyser leurs performances et celles des autres. De même, la simulation réduit le niveau de stress puisqu'on l'a déjà fait et renforce la confiance en soi, tout en apportant une expérience relativement cohérente des apprenants. On peut également noter que, vu que la participation active des apprenants est souhaitée, elle est d'autant plus mise en avant. La réalisation des soins aussi se fait sur simulateur. Il y a aussi la possibilité avec la simulation de reproduire à l'infini les séquences, enfin à l'infini dans une journée quand même, ou la possibilité de simuler des problèmes techniques et critiques peu courants. Les limites, par contre, recensées de la simulation sont plutôt les limites de la réalité technologique. Évidemment, s'entraîner à la perfusion sur une peau de mannequin en plastique, ça ne donne pas tout à fait la même chose. Et puis, le contexte de la simulation crée une tendance à une hypervigilance ou à une précaution exagérée de la part des apprenants, ou à la nécessité de former des formateurs et des instructeurs spécialisés dans la mise en place de ces simulations. Pour conclure, la simulation en santé ne présente aucun risque pour les patients, et ça c'est une bonne chose. Cette méthode est utilisée pour les formations initiales et continues et permet de développer le raisonnement clinique, l'apprentissage des procédures ou encore de communiquer dans diverses situations, notamment dans les situations de crise. L'apprenant est donc acteur de la formation dans une dynamique suggérée par les situations de points proposées.
Dans la situation tutorale évoquée avec l'étudiante introvertie, là, la simulation en santé peut faciliter sa confiance en elle et être utilisée, par exemple, pour la guérir aux réactions en situation d'urgence ou à l'exercice de la prise de parole lors de staffs stimulés. Nous venons de le voir, la simulation en santé est aussi utilisée pour appréhender le raisonnement clinique, par un autre abord que celui utilisé habituellement. Le raisonnement clinique, qui est le fondement de la démarche clinique infirmière, est un des abords pédagogiques les plus complexes à transmettre.